Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission à l'affût. Aujourd'hui, Jason nous explique comment sélectionner des jumelles ou un télescope selon nos besoins. Je reçois Hugo Patry en studio pour parler de son travail de conducteur de chien de sang et on se déplace à l'île d'Orléans pour un reportage de chasse au canard avec Mathieu Dancause. Donc aujourd'hui, Jason, tu viens nous parler de télescopes et de jumelles. Comment faire le bon choix? Comment faire le bon choix puis expliquer un peu comment ça fonctionne. Il y en a qui pensent toujours qu'en ayant un télescope extrêmement gros de lentilles, ça fait que c'est plus clair. On va démystifier ça un peu, on va expliquer ça. Ici, j'ai emmené une compagnie X. J'ai emmené à peu près toute le gamme. Ce qui est bien important quand on achète un télescope, là-dedans, comme cette compagnie-là, ils ont la gamme pour télescope de 22, pas trop gros d'ouverture, qualité plus standard, vient avec les montures. C'est un télescope bien basique, on peut l'avoir dans le 4-32 ou dans le 3-9-32. Qu'est-ce que je veux dire par 3-9 ou 4? Il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire, un chiffre sur un télescope. Le 4, c'est toujours le nombre de fois que ça rapproche. Comme ici, c'est un 4 par 12 par 50, fait que ça rapproche ta cible de 4 fois à 12 fois. Le 50, c'est toujours la grosseur en millimètres de ta lentille au bout. De ta lentille. OK? Fait que comme lui ici, c'est un 4-32. Ça rapproche 4 fois ta cible, puis tu as une lentille de 32 mm d'ouverture. Si on regarde, ici, on a une gamme de Patriotes. Ces deux-là, c'est des Patriotes. C'est l'entrée de gamme de cette compagnie-là. Le 32 versus le 50, oui, le 50 va être plus lumineux. Il y a plus de clarté qui rentre. Si on prend le Patriote, qui est les entrées de gamme, puis on montre à la gamme Legacy, qui est le haut de gamme, avec un 50. Le 50, ici, va être beaucoup plus clair. Si on prendrait un 40 aussi, de la gamme un petit peu plus élevée, va être plus clair que le 50 du bas de gamme. Pourquoi? C'est ta qualité de lentille aussi que tu as à l'intérieur. La grosseur est la même, mais la lentille, elle, est différente. Est beaucoup plus polie, beaucoup plus de qualité. C'est ce qui fait qu'on va chercher de la luminosité, pas juste par l'ouverture, mais par la qualité de lentille. Tu vas avoir de la luminosité, tu vas mieux voir dans ton télescope un petit peu plus longtemps. Exactement, mettons un 50 de bas de gamme. Mettons, si on prendra un 42 de la série Legacy, il va être plus clair qu'un 50 dans la catégorie Patriote. C'est comme ça pour toutes les compagnies de télescopes. Suite à ça, il y en a qui ont du tube standard, 1 pouce, et il y en a qui ont du 30 mm. Fait que ton tubing est plus gros, tu as une lentille plus grosse au milieu, ta luminosité rentre un petit peu plus, tu as plus de clarté avec un 30 mm de tube comme ça. Il faut faire attention avec nos montures, c'est pas toutes les montures qui fit avec n'importe quel télescope. Non, il faut vraiment prendre les montures spécifiques à ça. Fait que autrefois, on avait juste des tubings de 26, puis on veut le changer, puis on veut prendre un 30, mais là, à ce moment-là, ça engendre un léger surplus pour changer les montures. Ça, c'est la gamme de télescopes chasse. Ils en font aussi pour le tir. Le tir, ils ont plus de précision. Plus de précision. Ils ont des tourelles pour ajustement externe. Fait que ça, on peut les ajuster directement à ta distance, mais ça, c'est fait vraiment pour faire du tir. Tu te promènes pas dans le bois là, avec ce télescope-là? Non, on se promène pas dans le bois. Il y en a qui peuvent se barrer comme celui-là. Ici, peuvent se barrer. On peut jouer avec. Fait que tu ne l'accroches pas. C'est comme un hybride qu'on pourrait dire. On pourrait s'en servir. Mais c'est pas l'utilisation principale, c'est pas la chasse pour faire du tir. Puis généralement, ces télescopes-là, ils viennent avec des croix spécifiques, avec plein de petits réticules à l'intérieur pour les distances. Pour la distance up and down, le haut en bas, excusez, puis le gauche-droite pour le vent. Tous les autres télescopes qui sont là, l'ajustement se fait sur le côté puis sur le dessus. L'ajustement du haut puis l'ajustement du gauche-droite se fait en dessous des caps comme ça. Fait qu'on a le sens montée puis le sens descente, tout dépendant de ce qu'on a corrigé. Il est toujours écrit, je crois, sur le dessus. Il est toujours à quoi correspond correspond un clic, si on veut, pour ta cible. Toujours à 100 verges la plupart du temps. On ne rentrera pas dans un détail plus poussé, mais on va en parler un petit peu comme ça. Il faut se rappeler que c'est très, très important d'aller ajuster n'importe quelle arme qu'on a l'intention de... Exactement. Si vous n'êtes pas à l'aise, il y a des gens dans les boutiques qui peuvent le faire, mais c'est toujours bon que la personne tire avec son propre arme. Oui, des fois, on est dans le bois, puis le conseiller au magasin, il n'est pas toujours là. La carabine peut tomber, être accrochée, fait que c'est bien de savoir comment l'ajuster, justement. Ça fait partie de la base. Exactement. Ça, c'est un peu les grandes lignes d'un télescope. Même chose pour les jumelles.
Les chiffres sont toujours pareils. Vois-tu, ici, on a un 10-26. Ça rapproche 10 fois avec un 26 mm. Ça, dans les jumelles, j'ai emmené des catégories format poche pour ceux-là qui font du voyage. Mettre dans un petit sac aussi à l'avant, des fois. Là. Exactement, beaucoup plus compact, peut se traîner à la ceinture. Je vois waterproof. Est-ce que toutes les jumelles? Non, c'est pas toutes les jumelles. Oui, en général? Toutes les jumelles sont waterproof. Okay. Si l'eau rentre à l'intérieur ou au fond de la bulle intérieure, c'est un cas de garantie. J'ai les formats plus pour les chasseurs, parce que ça, ici, des petites lentilles comme ça, c'est moins clair au niveau de la brunante. Surtout qu'on a besoin, nous, les chasseurs. De voir tôt et quand le soleil se couche. Là, exactement. Fait que j'ai emmené une gamme de ce format-là pour les chasseurs. Dans chaque catégorie, encore là, comme les Vortex ici, ils ont 3 gammes, 4 gammes, si on pourrait dire. Crossfire, Diamondback, Viper HD, puis ils ont la série aussi Copperhead. Fait qu'ils ont différentes qualités de lentilles pour la luminosité. Après ça, j'ai un format plus maison, qui sont beaucoup plus grosses comme ceux-là ici. Plus tannant à traîner dans notre cou. Fait que ça, c'est vraiment des jumelles qu'il y en a qui veulent faire de l'observation d'oiseaux, de chevreuils en arrière dans le champ. C'est un format qui est un petit peu plus des gros. fois laissé dans l'auto, sinon aussi. Exactement. Le dernier, je le garde, c'est ça fait pas bien des années que c'est sorti. C'est une jumelle avec un télémètre dedans. Fait qu'en même temps de rapprocher ton gibier, mais tu sais la distance. Tu n'as pas besoin de sortir justement ton télémètre en plus. Exactement. Fait que ça fait les deux ensemble. Fait que c'est une jumelle un petit peu plus dispendieuse, mais ça t'évite d'acheter d'autres choses à part. Fait que c'est tout est intégré ensemble. Oh, ben, c'est super intéressant. On va maintenant se diriger à notre reportage de chasse au canard avec Mathieu Dancause. On avait ces midi en passant, hein? Oui. Bon matin tout le monde, bienvenue sur l'île d'Orléans. Un matin, une belle grosse chasse au canard. Marée sur le bassin, beau vent de nordais, une météo de Savaginier comme on peut ne pas rêver. Donc, restez avec nous. Bonne chasse. Hey, en avant, 4 fois. On est à midi. Hey, à gauche, 3 fois, gars. Ouais, au niveau de l'eau. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont remonté tout de suite? Hein? Il y a plein de canards à droite, même, qui volent sur le bout de la pointe. Là. On met ça des fortunes, mais on les met même pas, finalement. Est-ce qu'on n'est pas ça avec des waders? Bon, même sans waders, je sais pas bien, mais... Hey, à droite, check. Juste au-dessus du mont, là, il y en a 3. Et... Allez, 3 à gauche, ils reviennent. Et... Ouais, les 3 à gauche, ils remontent, là. Ils ont... Juste au-dessus de Québec, là, juste au-dessus. Ouais, ils s'en viennent. À gauche, là. Sacrement. Il y en a un qui a mal à la tête en... Il y en a d'autres à gauche. 2 fois encore. Ben, le premier, il y a Frenchello. Ouais. Je sais qu'à droite, la grosse de bande, il y en a moins de 40 à l'eau à droite. Quiet.
Le vent est mort. Le vent est tombé et tout, pas mal. Il y en a un tabac qui décroche. Hey, tu vas remettre au moins un mojo juste pour le fun, juste par principe. Mais là, en marche tout de suite, voir. Puis il va le porter en marche. Puis saute dans les airs en y allant. Ouais, drette ça. J'y ai cru, Monique. Tu veux sont posés à l'eau, là. Denver! Good boy! Bon, on joue pour 1000. Ion, 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 Ion. Set. Give. Ouais, reine mortelle, là. Ion. Allez, 2 canards au fil de l'eau. Yeah, ils vont se rendre. C'est bizarre qu'il y ait kické de même. À midi, il y a un canard solo qui s'est jeté. Ben frais à midi. Bougez pas. Malgré les conditions un matin qu'on pouvait pas mieux espérer ce matin en fait de conditions. Malheureusement, on repart avec une maigre récolte de 2 canards, 2 petites sarcelles à ailes vertes. La chasse, c'est la chasse, on contrôle pas bien, c'est la nature. Fait qu'on va juste, ce n'est que partie remise. Fait que restez à l'affût. Bonjour Hugo, ça va bien? Oui, merci, toi. Ben oui, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui à l'émission. T'es conducteur de chien de sang? Oui. Oui. Ça fait combien de temps que tu fais ça? J'ai commencé ça en 2019, dans le fond. Fait que 2019. Ça va être ma 6e année cette année. OK, quand même. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à faire ça, conducteur de chien de sang? Dans le fond, il y a un de mes chums qui m'a appelé dans le temps, peut-être en 2018. Il m'a demandé si mon père faisait du chien de sang, que c'est chien d'arrêt. Okay. Je connaissais pas ça pantoute, étant donné que je suis pas un chasseur de gros gibier. Puis je suis allé me mettre à chercher là-dessus sur les réseaux sociaux, puis tout ça. J'ai regardé ça un peu sur Internet. Puis je me suis intéressé à ça, puis de fil en aiguille sur un coup de tête, je me suis inscrit à une formation, je me suis commandé un chien, puis depuis ce temps-là, je suis là-dedans à fond. Là. OK. Ça fait quand même quelques années. Tu me parles d'une formation. Est-ce que c'est. J'imagine que oui, c'est important de suivre cette formation-là. Ça permet d'avoir une bonne base
puis vraiment de montrer le domaine comme il faut aussi, j'imagine. Ça inclut quoi comme formation? En fait, il y a la CCSQ qui offre la formation, qui est en lien avec les systèmes, avec la fédération, le gouvernement, tout ça. C'est une bonne formation qui est importante à faire pour au moins apprendre les bases, puis aller chercher le minimum, mettons, pour la détection d'indices, comment entraîner ton chien, puis tout ça. Pour éventuellement faire un test qui appelle un test 24 heures. Mais dans le fond, c'est un test pour voir si ton chien est apte à suivre une piste sur 24 heures, une piste de sang. OK. Tu me dis sur 24 heures, c'est une piste qui aurait été, exemple, mis la veille, puis par la suite, le chien, il est obligé, il la recherche le lendemain, puis il faut qu'il arrive au résultat, dans le fond? Oui, dans le fond, c'est ça exactement. C'est 100 ml de sang, 3,90, vieilli pendant 24 heures. Ensuite de ça, au bout de ça, il y a une peau ou une patte, puis le chien doit être capable d'accomplir ça. Ce qui n'est pas problématique pour un chien en temps normal. C'est comme la base qu'on veut que le chien fasse. C'est pas... tu sors pas de là en disant « j'ai un chien de sang ». Non, tu as un chien qui peut traquer 24 heures. Mais à partir de ce moment-là, il reste quand même énormément de... Comme tu dis, on part pas à faire des recherches du jour au lendemain non plus. C'est beaucoup de préparation, j'imagine. Tu dois travailler avec ton chien chez vous aussi, faire des entraînements, des choses comme ça. Ben, c'est comme pour n'importe quel chien ou n'importe quelle discipline. C'est que plus t'en fais, plus ton chien devient bon. Côté pratique, mais c'est d'en faire des vrais aussi que tu acquiers ton expérience. Tu apprends à lire ton chien, tu apprends à comprendre ses comportements qui vont t'indiquer qu'est-ce qui est... selon certains comportements, ce qui va se passer en avant de toi, c'est pas juste... Faut que tu apprennes à lire ton chien aussi. C'est le plus important, en fait. Tant qu'à moi, c'est la base. Si tu sais pas lire ton chien, quand même, tu analyses tous les indices, tu vas avoir de la misère à avancer. C'est le chien qui nous parle, là, rendu là. OK. Moi, je sais que j'ai eu la chance là, cet automne, justement, de faire appel à tes services là, pour la recherche d'un orignal. Fait que je connaissais déjà Axel. C'est quoi comme race de chien? Axel, c'est un teckel à poil dur. OK. Il vient d'une éleveuse ici au Québec, c'est l'éleveuse Van Branche. Elle est spécialisée dans le chien de sang. C'est des lignées vraiment exprès pour ça. C'est des chiens de travail exprès pour ça. Chaque chien, chaque race de chien peut devenir chien de sang ou il y a vraiment des races en particulier qui sont d'emblée... J'embarquais pas trop là-dedans parce qu'on a comme chacun notre manière de voir ça. Ben, pas juste de préférence de voir ça. En général, un chien de chasse peut devenir un chien de sang. Il y a des races plus appropriées à ça. Puis tout dépendant aussi, si tu veux travailler avec un petit, un grand chien. Il faut pas que tu dises, OK, moi je veux un teckel absolument parce que c'est bon, mais si toi t'aimes pas les petits chiens, tu seras pas heureux avec ton chien. Fait que il faut vraiment que tu y ailles selon ce que toi t'aimes. Là, je suis en train d'entraîner qui va quand même bien. J'ai un drateur aussi à la maison. C'est une autre version de chien de sang. Là. Je veux dire, il pèse 85 livres au lieu de 20 livres. Fait que c'est d'apprendre à... du format. C'est pas le même... quand je dis lire ton chien, c'est pas les mêmes lectures pantoute. Au début, tu cherches des réflexes, tu cherches des mimiques de ton chien, mais que l'autre chien fait pas. Fait que c'est un nouvel apprentissage, puis c'est un beau challenge, là. C'est vraiment le fun. OK, ben oui, c'est sûr et certain. Puis quand ça arrive des fois, les gens, justement, vont faire un tir, puis retrouvent pas nécessairement de sang. J'imagine que toi, c'est pas parce qu'on trouve pas de sang que c'est un problème, là? Non, au contraire. Au contraire, souvent, surtout quand tu arrives avec la carabine, ça va saigner à l'intérieur. Il n'y aura pas beaucoup de sang au début, ou tes couches ou ton premier sang peut être vraiment loin. Fait que c'est ça qu'on recommande à tous les chasseurs par rapport à ça. T'sais, si tu es sûr que tu as atteint ta bête, même si tu n'as pas de poils, même si tu n'as pas de sang, mais selon la réaction du tir, tu en es convaincu. Laisse-toi pas convaincre par tes chums de ne pas appeler un chien de sang parce que vous n'avez pas d'indice en dedans de 150 mètres. 150 mètres, 150 pieds, souvent, vous n'allez pas plus loin. Là. On entend la vieille mentalité. Ah, il n'y a pas de sang, je pense que je ne l'ai pas touché, mais même moi, j'en ai eu l'expérience. On n'en avait quasiment pas de sang, puis même par la suite, là, on avait trouvé quelques gouttes au début, puis par après, on est vraiment parti là, sur le trajet que ton chien nous enlignait dessus. Là. Ben, c'est ça, parce qu'un animal qui va être blessé, lui, il va y aller plus. Il va dégager une adrénaline, il va dégager un aura, il va briser le sang, des hormones, plein d'affaires comme ça. C'est ça que le chien travaille. Le sang, c'est vraiment un indice visuel pour nous donner un peu les couleurs, c'est ça, mais c'est pas parce que tu as une grosse quantité de sang au début que ça va être mortel à 100%. Puis c'est pas parce que tu n'en as pas
que c'est pas mortel. Souvent, il n'y en a pas. Puis c'est là qu'on va récupérer pas si loin que ça, justement. OK, parce que la bête, justement, elle aurait saigné soit de l'intérieur. Toi, exemple, justement, comme là, on parle, tu me dis ça donne des bons indices, le sang. J'imagine que oui, je pense que tous les sangs, peu importe l'organe que ça va avoir été touché, le sang est de couleur différente. Fait que toi, en voyant ça, ça doit quand même te donner un petit peu un indice aussi de comment aligner ta recherche ou sur quoi que tu vas partir ou... Oui, ça l'aide. Okay. Tu vas arriver sur un sang qui est vraiment très, très, très clair, un peu comme toi, tu te coupes à la main, mettons, ben ça, c'est un sang musculaire, mais au début, tu peux pas te fier à 100% à ça parce que même, c'est le premier sang qui va couler, peu importe ce qui est atteint à l'intérieur. À force d'avancer, maintenant, tu vas tomber sur un tir de panse, bien, il va y avoir de la grenaille, du foin digéré dans le sang. Si c'est un tir de foie, mais tu peux avoir le sang va être rouge vin foncé plus Bourgogne. Mais ça peut porter à confusion aussi si ça fait un délai qui avait été tiré ton animal, parce que le sang coagulé foncé. Fait qu'il faut pas juste te fier à ça, mais c'est quand même un bon indicatif pour toi quand tu pars ta recherche. Oui, ça nous parle beaucoup, puis l'attitude du chien en dit long aussi. Là. OK. Toi, mettons, quand un chasseur t'appelle, c'est quoi que tu lui dis? C'est quoi tes recommandations quand il t'appelle? Premièrement, moi, je viens de tirer, j'ai attendu mon délai. Exemple, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait un tir. Je savais que j'avais atteint l'animal, j'étais pas sûre de ma shot, j'ai attendu 2 heures quand même, je l'ai relevé, j'ai pas hésité, je t'ai appelé tout de suite. Qu'est-ce que tu conseilles rendu là? Tu dis aux gens, on attend complètement, on t'attend toi justement pour pas rien laisser de traces ou pas rien briser sur le terrain? Oui, idéalement, là, dans le fond, moi ce que je veux, c'est que quand à la minute que vous prenez la décision que vous voulez un conducteur de chien de sang puis que vous avez été répondu par un conducteur de chien de sang qui va y aller, bien, nous autres, ce qu'on veut, c'est que vous vous retirez complètement. Okay. Vous vous tassez de là, parce que vos chums, parce que si vous restez sur place, tu sais, des fois, là, on peut pas être là, on aimerait ça être dans la cage de chaque chasseur, mais c'est impossible. Oui, des fois, vous êtes loin, fait que, les délais. Des fois, on a 1h30, 2 heures, 3 heures de route. On a aussi d'autres calls. Fait qu'on veut que vous vous retirez au complet, parce que si vous restez parqué au spot, vous venez impatient, puis là, vous voulez continuer à aller chercher. Puis on peut faire des erreurs. Puis c'est quand même assez frustrant là, quand tu arrives sur un lieu de tir, puis les chasseurs sont encore en train de chercher. Ah, je comprends. Parce que mon oncle Marcel, lui, a décidé que lui, il allait le trouver. Fait que, tu sais, ça nous met dans des mauvaises positions. Oui, puis ça n'aide pas à votre travail, c'est sûr. Fait que je te remercie quand même vraiment beaucoup pour toutes les explications que tu es venu nous donner. C'est super intéressant, puis j'espère que les gens n'hésiteront pas à faire appel à un conducteur de chien de sang. Ça fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci. Merci. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je tiens à remercier Mathieu Dancause pour son reportage de chasse au canard à l'île d'Orléans, ainsi que Hugo Patry qui est venu discuter avec nous en studio. N'oubliez pas, restez passionnés et quoi qu'il arrive, on reste à l'affût.